De la fumée s'élevait au-dessus de la ville portuaire yéménite de Hodeïda fin juillet, alors que l'armée de l'air israélienne effectuait une série de frappes sur les infrastructures de transport et d'énergie. L'opération, qui a marqué la première implication directe d'Israël dans le pays, est intervenue en réponse aux frappes Houthis contre Tel Aviv la semaine précédente. Cependant, de telles frappes se produisent également dans le contexte de la crise plus large de la mer Rouge. En octobre 2023, en réponse au conflit de Gaza, les Houthis ont commencé un blocus partiel du détroit de Bab al-Mandab. En janvier 2024, le trafic à travers la mer Rouge avait diminué de moitié, attirant la colère de l'Occident. Les États-Unis ont lancé l'opération Prosperity Guardian, déployant un groupe d'attaque de porte-avions aux côtés de 20 alliés régionaux et internationaux. Les Américains avaient prévu de mener le combat directement contre les Houthis, tandis que leurs alliés européens cherchaient à fournir des missions d'escorte à travers leurs propres tâches distinctes, nommées Opération Aspide. Cependant, 6 mois plus tard, les Houthis restent indéterminés, et plus d'une centaine d'incidents ont été signalés sans fin en vue. Au contraire, juin a vu une augmentation significative des attaques sur les navires. Le naufrage du MV Tutor, le deuxième grand navire coulé par les Houthis, depuis le début de la crise, a fait monter en flèche les primes d'assurance. Pas nécessairement surclassée, mais certainement dépassée en termes de manœuvre, la marine américaine se retrouve dans l'engagement naval le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre est coûteuse, et les coûts d'exploitation s'élèvent déjà à près de 4 milliards de dollars. Pourtant, Washington n'a fait que peu ou pas de progrès dans la lutte contre les Houthis. Mais pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi la première puissance navale du monde est-elle incapable de vaincre une bande de rebelles hétéroclites ? Peut-être est-ce vrai, même les géants peuvent tomber. Les attaques des Houthis ont augmenté les problèmes du commerce mondial, et l'intelligence artificielle mène désormais la course pour le contrôle. Malgré sa notoriété actuelle, le mouvement Houthi a des origines modestes. Commencé son existence en tant que petit groupe de jeunes, au début des années 1990, il a rapidement gagné en notoriété sous la tutelle de son homonyme, Hussein al-Houthi. Initialement axé sur le revivalisme zaïdi, qui est l'une des principales branches de l'islam chiite, les Houthis ont rapidement pris un caractère plus révolutionnaire en réponse à l'invasion américaine de l'Irak. Avant longtemps, le groupe remettait en question la légitimité de l'État yéménite. Dans les 10 années qui ont suivi, le président yéménite Abdullah al-Saleh a tenté de réprimer le mouvement, poussant les Houthis dans les montagnes du nord. Coincés entre le Yémen et l'Arabie saoudite, les Houthis ont commencé à se rapprocher d'autres factions chiites au Moyen-Orient, courtisant finalement le soutien de l'Iran et de son axe de résistance. Avec le déclenchement de la révolution yéménite en 2011, les hostilités locales se sont transformées en un front dans la plus large guerre par procuration irano-saoudienne. Alors que la révolution se transformait en guerre civile, les Houthis ont habilement navigué dans les dynamiques internes du Yémen. Ils se sont associés à Saleh, alors déposé, pour prendre la capitale Sanaa en février 2015. Après avoir repris le pouvoir, Saleh s'est retourné contre les Houthis. À ce stade, cependant, des agents Houthis avaient infiltré les forces de Saleh. Après une brève lutte, les Houthis ont déposé Saleh et ont pris le contrôle de l'armée. Du jour au lendemain, le mouvement rebelle hétéroclite est entré en possession de la richesse militaire et démographique du nord du Yémen. Plus important encore, cependant, les Houthis avaient brisé leur confinement et avaient acquis une côte. En conséquence, le groupe est venu à posséder une position géopolitique précieuse, juste en face du détroit de Bab al-Mandeb. D'environ 30 km de large à son point le plus étroit, le Bab al-Mandeb est une porte d'entrée vulnérable pour la navigation et une opportunité pour les pirates, dont les rangs ont été rapidement rejoints par les Houthis. L'accès à l'océan a permis aux Houthis d'établir de nouvelles lignes d'approvisionnement et de s'engager dans le commerce des armes à l'étranger. Ainsi, même si les Houthis ont par la suite perdu la ville portuaire d'Aden, les revenus liés aux activités maritimes et à la piraterie sont restés élevés.
dépassant 1,5 milliard d'euros en 2020. La viabilité des Houthis a provoqué la peur à Riyad, et en 2015, l'Arabie Saoudite a mené une intervention directe dans le conflit. Sous le brouillard de la guerre, l'insurrection Houthi s'est maintenue et a même progressé grâce à l'afflux d'aide et de matériaux de la part de sponsors à Téhéran et Beyrouth. Des années de campagne aérienne dirigées par les Saoudiens ont appris aux Houthis la valeur de la dispersion forcée et de la guerre asymétrique. En capturant plusieurs ports du Yémen, les Houthis ont pris possession des missiles anti-navires et des mines limpèdes de la marine yéménite défunte. Mais avec l'aide iranienne, ces technologies ont été rétroconçues en armes viables et mortelles. D'ici 2022, la flotte croissante de bateaux explosifs a été complétée par la livraison d'une multitude de roquettes anti-navires en provenance d'Iran. Cela inclut les missiles anti-navires Noor d'une portée de 120 km et les missiles anti-navires Qadir d'une portée de 200 km, ainsi que le missile balistique anti-navire Khalij Fars d'une portée de 300 km. Des munitions en attente, comme le drone Samad 3 et le poisson globe Tophan 3, ont également progressivement trouvé leur place dans l'arsenal Houthi. On pense que le déploiement de ces armes est coordonné par la cellule de renseignement iranienne à bord du MV Behshad, qui est un navire de fret commercial utilisé en secret pour des opérations de reconnaissance et de renseignement dans la mer d'Arabie. Ainsi, avec le temps, combattre les Houthis est devenu coûteux, trop coûteux. En 2021, les Saoudiens ont signalé leur intention de se retirer. Les Houthis, qui sont sortis des années de guerre, étaient méconnaissables par rapport à l'organisation qui avait marché sur Sanaa en 2015. Alors qu'un cessez-le-feu était négocié avec l'Arabie Saoudite, les Houthis cherchaient à renforcer leur position intérieure et internationale. L'éclatement des hostilités entre Israël et Gaza a fourni cette opportunité. En liant leurs actions à un récit politique plus large, les Houthis ont pu se réengager dans la piraterie sans coût politique. La guerre avait fait les Houthis, et maintenant les Houthis étaient prêts à faire la guerre. En juillet 2002, la marine américaine a mené un jeu de guerre connu sous le nom de défi du millénaire. Centré sur une guerre hypothétique entre les États-Unis et l'Iran, ce jeu de guerre était notable en ce qu'il démontrait l'incapacité de la marine américaine, trop lourde, à se défendre contre une menace asymétrique. Tout au long du jeu de guerre, l'équipe représentant l'Iran a dispersé ses forces et utilisé des technologies analogiques telles que des messagers à moto et des signaux lumineux pour éviter la détection. Pour combattre la marine américaine, l'équipe iranienne a employé des flottes d'engins explosifs improvisés flottants, simultanément avec des salves massives de missiles de croisière. Les stratégies employées par l'équipe iranienne ont entraîné la mort d'environ 20 000 marins et la destruction de 16 navires de guerre, un porte-avions, 10 croiseurs et 5 navires amphibies. 2 décennies plus tard, et la marine américaine est confrontée à un profil de menace similaire. Bien que les Houthis ne possèdent pas les mêmes capacités qu'un État iranien assiégé, la marine américaine est également limitée en raison de considérations géopolitiques plus larges. Avec les tensions qui augmentent en mer de Chine méridionale, Washington ne peut pas se permettre de déplacer ses forces vers l'ouest. Les ressources sont rares. De telles considérations limitent également d'autres aspects de l'engagement américain. Entre la guerre ukrainienne en cours et les points chauds en évolution en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, les ressources diplomatiques et de renseignement américaines sont étirées à l'extrême. Là où la force peut être appliquée, elle est limitée par les coûts de déploiement qui ne sont pas toujours mesurés en dollars. Les États-Unis étant la première puissance navale mondiale, sa marine se doit d'être présente à l'échelle planétaire. Les perturbations obligent Washington à redéployer ses forces d'une région à l'autre, mais ce faisant, elle dégrade sa réponse aux menaces dans la région affectée. Dans le cas du Yémen, Washington a déjà dû faire de telles concessions, décidant de retirer le porte-avions United States Ship Theodore Roosevelt de la mer de Chine méridionale
lors d'une grave escalade des tensions entre la Chine et les Philippines. En déployant le porte-avions à l'ouest, Washington supporte le coût stratégique d'un porte-avions en moins à l'est. Un autre problème avec les navires de guerre modernes est qu'ils sont coûteux et conçus pour combattre d'autres navires de guerre conventionnels. Ils ne sont pas conçus pour la guerre asymétrique, et donc personne ne veut risquer d'endommager leurs actifs lors d'une attaque peu sophistiquée. Cela ne donne pas une bonne image pour la presse. Ergo, les navires de guerre sont comme des jetons de poker. On ne les utilise pas à moins d'être prêt à les perdre. Par exemple, chaque destroyer de classe Arleigh Burke déployé par les États-Unis coûte 2 milliards de dollars à construire et 7 millions de dollars supplémentaires à opérer chaque mois. Quant aux coûts de réparation, ils peuvent se chiffrer en centaines de millions, même si les dommages sont assez faibles. Prenez le cas de l'attentat contre l'United States Ship Call en l'an 2000. Al-Qaïda a construit un bateau explosif qui a coûté moins d'1 million, mais il a réussi à causer 240 millions de dollars de dommages et à prendre la vie de 17 marins. Cette logique économique fonctionne aussi à l'inverse. Un missile lancé par la marine américaine a coûté aux contribuables entre 1 dollar et 4 300 000 dollars. Lorsque ces types de missiles sont utilisés pour éliminer des drones budgétaires valant 2000 dollars, c'est l'équivalent en coût d'utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Dans de tels cas, il est difficile de déterminer qui a tué qui. Sans surprise, le coût total de l'opération Prosperity Guardian, selon Al Jazeera, s'est élevé à 1,8 et 4 milliards de dollars. Ce ne sont pas des chiffres de débutants, et les contribuables américains prendront en compte de telles dépenses lorsqu'ils se rendront aux urnes en novembre. L'héritage des guerres en Irak et en Afghanistan a laissé l'électorat américain avec peu d'appétit pour les guerres étrangères, en particulier les guerres qui nécessitent des engagements profonds, comme la guerre d'Israël à Gaza et ses retombées associées. La nature de ce conflit a également privé Washington de s'appuyer sur sa stratégie traditionnelle de construction de coalitions. En raison de la controverse intense à Gaza, aucune des puissances du Moyen-Orient n'est disposée à s'impliquer directement. Cela ne laisse que les puissances européennes, qui ne sont pas d'une grande aide. La force de tâche européenne, Opération, a des règles d'engagement totalement différentes. Pour commencer, son mandat décourage les frappes directes sur le sol yéménite et limite plutôt l'implication européenne aux opérations d'escorte. Pourtant, en déployant une mission navale indépendante des États-Unis, les marines européennes font face à une double crise de capacité et de confiance. En termes simples, la flotte européenne manque du nombre de navires nécessaires pour se défendre contre les Houthis, car elle n'a pas la mission appropriée pour commencer. Même là où de tels navires peuvent être rassemblés, l'absence d'une structure de commandement unifiée de l'UE, ainsi que le manque de communication avec la mission américano-britannique, ont été désastreux. Face à de telles difficultés, il n'est pas surprenant que les deux opérations se soient avérées inefficaces. L'incompétence de la marine américaine a encouragé les Houthis, qui ont intensifié leurs attaques ces derniers mois. Pour comparaison, entre janvier 2017 et juin 2021, les Houthis ont effectué 24 attaques de drones maritimes, en moyenne, une tous les 70 jours. Cependant, de novembre 2023 à juillet 2024, ils en ont effectué 77 en moyenne, une tous les 3 jours. Un tel chaos n'a pas échappé aux assureurs, qui ont considérablement augmenté les primes. Les coûts sont extrapolés le long de la chaîne d'approvisionnement, chaque déviation autour du cap de Bonne-Espérance, augmentant la durée de l'expédition de 10 jours. Dans le commerce mondial, chaque jour ajouté est comptabilisé dans les coûts associés au carburant, au salaire de l'équipage et aux primes d'assurance. Donc, la logistique devient très chère très rapidement. En l'absence d'une solution militaire, Washington est de plus en plus contraint de poursuivre une solution diplomatique tout aussi désagréable. Mais cette politique de désengagement ne fait que renforcer le prestige des Houthis. Pourtant, même dans une situation désagréable, il y a des choix entre le mauvais et le pire.
quelques stratégies méritent d'être prises en compte. D'une part, Washington pourrait envisager de renforcer le gouvernement officiel yéménite à Aden, qui est impopulaire, sous-financé et considéré comme illégitime que les Houthis, compte tenu de sa réputation d'incompétence, de corruption et de luttes internes. Une alternative claire à l'insurrection Houthi doit être montrée au public yéménite, afin qu'ils puissent décider du type de pays qu'ils veulent pour eux-mêmes. L'Amérique peut compter sur des décennies d'expérience de l'Afghanistan sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, y compris les niveaux appropriés de financement, l'implication étrangère, les processus politiques et la croissance organique autonome. D'autre part, un effort concerté de l'Organisation des Nations Unies sera nécessaire pour mettre en œuvre le changement. La Russie et la Chine peuvent parfois agir en tant que fauteurs de troubles au Conseil de sécurité. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont immunisées contre les actions des Houthis. En plus des coûts économiques directs et indirects, les deux sont sensibles aux besoins de l'Arabie Saoudite et pourraient être persuadés d'exercer une pression sur l'Iran et les Houthis pour se retirer subtilement. L'Amérique aurait probablement besoin de faire des concessions géopolitiques ailleurs pour amener les Russes et les Chinois à discuter. Cependant, sauver la mer Rouge pourrait ne pas justifier le sacrifice de l'Ukraine et de Taïwan, ce que la Russie et la Chine ne manqueraient pas de soulever, dont la diplomatie secrète ne fonctionnerait probablement pas. Enfin, si l'Amérique veut arrêter les Houthis, elle pourrait essayer de provoquer une fin raisonnable aux hostilités à Gaza. Priver les Houthis de cette justification pour leurs actions en mer Rouge serait un puissant incitatif pour les faire s'asseoir à la table des négociations et abandonner un comportement dont ils ont jusqu'à présent bénéficié. Certes, conclure un accord qui va à l'encontre des intérêts d'Israël entraînerait un retour de bâton politique pour le bureau exécutif, donc cela pourrait ne pas fonctionner non plus. Selon tous les comptes rendus, Washington est devenu, malgré lui, un otage des relations internationales contemporaines. Il n'y a pas de résolution immédiate en vue qui soit à la fois pratique et politiquement rachetable. Il est incapable d'arrêter les Houthis par des moyens militaires, tout comme il est incapable de les arrêter par des moyens diplomatiques. Pendant ce temps, pour les Houthis démunis, c'est maintenant leur fenêtre d'opportunité. Chaque fois qu'ils ouvrent le feu, ils sonnent la cloche du dîner, alors il ferait aussi bien de le faire compter. J'ai été votre hôte Shervan de Caspian Records, merci pour votre temps, et ainsi de suite.